Alors, je me présente. Bonjour, moi, c'est Kate Bouchard. Je travaille à l'Institut Santé et Société à titre de coordonnatrice. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous Omar Meguerbi-Moulé, qui est doctorant en psychologie au laboratoire CERPS de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, psychologue clinicien de la santé et de la prévention et aussi membre doctorant de l'IFERIS et de l'Institut Santé et Société. Alors, Omar nous parlera aujourd'hui de l'aboutissement de sa thèse. Il est en fin de parcours doctoral. Sa thèse porte sur la problématique de la consommation d'alcool chez les personnes âgées, une problématique qui est souvent déniée et qui représente, selon lui et selon sa recherche, un enjeu de santé publique auquel on n'accorde pas beaucoup d'attention. Donc, Omar, je te laisse la parole et moi, je serai là pour assurer l'animation à la fin de la présentation. On pourra discuter et poser des questions avec Omar. Alors, je te laisse la parole, Omar. Bonne conférence. Merci beaucoup. Donc, avant tout, je vous remercie tous d'être venus pour la conférence midi, donc sur le bien-être et la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Donc, je me présente, je m'appelle Omar Meguerbi-Moulé, je suis doctorant à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et membre doctorant de l'Institut Santé-Société de l'UQAM, actuellement en mobilité doctorale à Montréal depuis 5 semaines. Donc, c'est ma dernière journée aujourd'hui. Je repars dimanche. Je suis membre également doctorant de l'IFERIS. Donc, c'est l'Institut donc en santé et qui est l'équivalent de l'ISS, mais à Toulouse. Et avant de commencer cette conférence, je souhaite déjà, dans un premier temps, remercier l'Université Québec à Montréal, l'ISS et l'IFERIS de l'opportunité de cette mobilité doctorale. Et je remercie également Kate Bouchard, Joanne Saint-Charles, Charlie de l'IFERIS, ma directrice Florence Sorde, d'avoir mobilisé d'être mobilisé pour cette mobilité, et un remerciement également à Jeannie Houle qui m'a accueilli dans son laboratoire cette semaine, avec qui on a pu longuement discuter sur la recherche, et à tous les doctorants donc, du département de psychologie que j'ai pu rencontrer pendant cette mobilité. Donc, pour commencer cette conférence, qui va parler principalement de mon travail de recherche dans le cadre de ma thèse de psychologie, il faut savoir que réalisé dans le cadre de l'université de Toulouse-Jean Jaurès auprès de l'école doctorale Clesco. C'est une thèse qui est sous la direction de Florence Sorde, qui est maître de conférence à l'université Toulouse-Jean Jaurès au laboratoire CERPS, et du docteur Bénédicte Julien, psychiatre chercheuse au CHU de Toulouse et à l'INSERM. Donc, cette recherche, ces études sont également en collaboration avec le professeur Nicolas Franquito, du service d'addictologie clinique et professeur-chercheur donc à l'INSERM également, et en collaboration avec Élodie Barès, cadre de santé à la clinique des Cèdres du groupe Ramsay Santé. Tout d'abord, nous allons voir le contexte scientifique donc, de la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Et qu'est-ce qui m'a amené, au fait, clairement, à travailler sur la notion de bien-être et de consommation d'alcool chez les personnes âgées. Donc, en 2019, au fait, la France compte à peu près 14 millions de personnes âgées de plus de 65 ans. Et il faut savoir qu'elle devra compter plus de 22 millions en 2070. Il y a 26 318 personnes âgées de plus de 100 ans. Et en Europe, en 2050, on comptera environ une personne sur 4 qui aura plus de 65 ans. Du coup, la croissance rapide de la population vieillissante, associée à l'amélioration de la santé et de la longévité, nous amène à nous interroger sur la problématique de la consommation d'alcool chez les personnes âgées et des différents risques associés à leur santé. Donc, à partir de la réalisation d'une revue de littérature que je vais vous présenter dans un deuxième temps, nous avons pu identifier certaines données, et ainsi nous avons souligné que les comportements à risque, au fait, n'ont pas de limite d'âge. C'est-à-dire que la consommation d'alcool, elle est très fréquente également chez les personnes âgées, et que l'alcool est la substance psychoactive la plus consommée dans le monde,
et qu'il y a également un accroissement du nombre d'usagers à risque sur les 2 prochaines décennies chez les personnes âgées. Et actuellement, il y a énormément d'études qui sont faites chez les jeunes et la consommation d'alcool, mais comme vous pouvez le voir sur ce graphique, en bleu, la quantité d'alcool par jour décroît avec l'avancée en âge, alors qu'en vert, on constate que la fréquence de consommation d'alcool augmente chez les personnes âgées. Il y a actuellement un déni, il subsiste un déni social de la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Ce sujet, au fait, est peu connu et généralement tabou. La recherche se concentre plus généralement sur les conséquences de la consommation d'alcool dangereuse et massive chez les jeunes. La littérature scientifique demande qu'une plus grande réflexion et vigilance soient accordées aux personnes âgées en ce qui concerne la consommation d'alcool. Ainsi, au regard des conséquences néfastes qu'elle induit, la consommation d'alcool chez les personnes âgées de plus de 65 ans est un problème de santé publique. Les personnes âgées, au fait, présentent une vulnérabilité particulière des dommages liés à l'alcool en raison des changements psychophysiologiques associés au processus de vieillissement. La consommation d'alcool est la cause de multiples troubles somatiques, psychiatriques et physiologiques chez les personnes âgées, mais également la cause de troubles neurologiques, cardiovasculaires, gastriques, rénaux, intestinaux, hépatiques et pulmonaires. Donc, les personnes âgées présentent plus fréquemment des troubles de santé mentale concomitants, des comorbidités qui rendent alors toute consommation d'alcool à risque. Ces troubles, en fait, soulignent un enjeu de santé publique, induisant en fait un surcroît de morbidité et de mortalité avec un rôle dans les démences et dans la perte d'autonomie, et notamment en cas de chute chez les personnes âgées. Il faut savoir qu'il y a 3,3 millions de décès par an dans le monde liés donc à l'alcool, et que par exemple, en France, la consommation d'alcool est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabagisme, avec plus de 41 000 décès par an, dont 27 500 morts par an associés aux personnes âgées. Le taux d'hospitalisation lié à l'alcool chez les personnes âgées, en fait, ne cesse de s'amplifier. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que aujourd'hui, les connaissances sur la consommation d'alcool chez les personnes âgées sont faibles, les études de prévalence sont sporadiques, sous-évaluées ou réduites à des estimations. La prévalence de la consommation d'alcool, en fait, elle varie selon les études entre 4 et 22% à domicile, et elle peut aller jusqu'à 40% chez les personnes en EHPAD hospitalisées ou se présentant aux urgences. Cependant, ces taux de prévalence peuvent être affectés notamment par une sous-déclaration de la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Et de plus, il existe de fausses représentations et croyances qui gravitent autour de la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Et ça, on va revenir dessus tout à l'heure. La littérature scientifique, en fait, elle met en lumière une réelle difficulté des professionnels de santé à repérer les signes, les symptômes, à diagnostiquer en fait, une consommation d'alcool malsaine. En effet, en fait, il y a d'autres pathologies qui sont liées à l'âge, à la dégénérescence et qui présentent des conséquences physiologiques et psychiques similaires. Et au fait, ils rendent clairement le diagnostic très compliqué. À ceci, au fait, se rajoute l'absence de critères diagnostiques universels reconnus spécifiquement pour les personnes âgées. En général, on utilise les mêmes outils pour les personnes adultes lambda. Et enfin, il subsiste un obstacle capital qui est la faible quantité d'études qui évaluent et traitent de la consommation d'alcool malsaine chez les personnes âgées. Cette méconnaissance, au fait, elle peut favoriser une sous-estimation des risques liés à la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Parmi les freins au dépistage de la consommation malsaine d'alcool chez les personnes âgées, il y a le manque de connaissances et de sensibilisation, les fausses croyances et représentations sociales négatives, les attitudes soignantes négatives, hostiles et évitantes. Ainsi, en fait, étudier le fonctionnement du dépistage de la consommation d'alcool ne peut se faire sans considérer les croyances, les représentations, les connaissances et les attitudes de ceux qui les réalisent. Donc, en fait, clairement, on ne peut pas étudier les déterminants de la consommation d'alcool si on ne détermine pas les représentations sociales, les croyances de ceux qui sont censés travailler sur ces sujets-là. Et parmi les fausses croyances et représentations sociales négatives qu'on peut retrouver dans la littérature, et même vous avez sûrement dû entendre ça autour de vous, il y a le fait que, par exemple, les personnes âgées, en fait, elles ne consomment pas d'alcool. Que clairement, c'est quelque chose, c'est très rare, que l'abus d'alcool
est rare dans ce groupe d'âge, que c'est rare de voir des personnes âgées alcoolisées. Et on peut entendre également, mais pourquoi ne pas les laisser en paix? Après tout, l'alcool, c'est le dernier plaisir qui leur reste. Donc, en fait, la méconnaissance peut favoriser une sous-estimation des risques liés à la consommation d'alcool chez les personnes âgées et les croyances, souvent négligées, fournissent des informations détaillées sur les problèmes sous-jacents aux déterminants de la consommation d'alcool. Et ces facteurs, en fait, renvoient aux attitudes et aux normes perçues par les personnes âgées et elles sont précieuses dans la compréhension des freins et des leviers de la consommation d'alcool chez les personnes âgées. De même, l'énigme du problème de santé publique lié à la consommation d'alcool chez les personnes âgées réside également dans son énoncé. C'est-à-dire clairement comment on peut parler de santé sans évoquer la notion de bien-être. Et notamment, l'OMS définit la santé comme un état complet de bien-être physique et mental, et le bien-venir détermine, entre autres, un passage à une retraite réussie. Donc, quand on parle de santé, de bien-être physique et de retraite réussie, on a cette notion de bien-être et de qualité de vie. Donc, souhaiter préserver la dignité et le bien-être d'une personne âgée, c'est également se préoccuper des éventuels problèmes liés à la consommation d'alcool, de ses risques, de ses conséquences, plutôt que de les ignorer au motif de l'âge. Dès lors, il nous paraît essentiel d'étudier l'impact de la perception du bien-être subjectif, notamment sur la consommation d'alcool des personnes âgées. Donc, en fait, en s'appuyant sur le modèle intégrateur de Godin, l'objectif principal de ma thèse est de comprendre quels sont les facteurs de risque et de protection, donc attitude, normes subjectives et contrôle perçu, qui influencent l'intention de consommer de l'alcool chez les personnes âgées. Autrement dit, c'est qu'est-ce qui pousse une personne âgée à consommer de l'alcool? Et là, on va essayer de comprendre ce qui motive une personne âgée à consommer de l'alcool à partir de l'étude des processus comportementaux, cognitifs, émotionnels et relationnels. Donc là, vous avez le schéma qui schématise plus ou moins la méthodologie et le lien entre mes différentes études de ma thèse, au niveau théorique, bien sûr. Donc, en parlant des études de la thèse, je vais vous les présenter maintenant. Elles sont au nombre, en fait, de 4. Au niveau des objectifs, la première étude vise à identifier et à analyser des articles sur les facteurs biopsychosociaux, les outils d'évaluation, les options thérapeutiques, pour prendre en soin la consommation d'alcool malsaine chez les personnes âgées. La deuxième étude a pour objectif de traduire et de valider l'échelle de bien-être subjectif BPCSWB. Et la troisième étude, elle, a pour objectif d'étudier les relations entre les facteurs biopsychosociaux et la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Enfin, la dernière étude permet d'étudier les relations entre les connaissances et les croyances, les représentations sociales et les attitudes soignantes envers la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Nous allons commencer par la première étude. Je vais vous la présenter et vous présenter les résultats. Donc, elle a fait l'objet d'un article qui est en soumission, qui est dénommé donc, Alcohol Use in Older Adults, a Systematic Review of Biopsychosocial Factors, Screening Tools and Treatment Options. L'objectif est d'identifier et analyser des articles sur les facteurs biopsychosociaux, les outils d'évaluation, les options thérapeutiques pour prendre en soin la consommation d'alcool malsaine chez les personnes âgées. Et au niveau de la méthodologie, en vue de réaliser cette synthèse narrative, et à partir de plusieurs bases de données scientifiques, 66 articles ont été recensés et étudiés, donc 45,4%, donc 30 publiés entre 2015 et 2020. Et la revue a fait l'objet d'un rapport selon les lignes directrices et méthodologiques Prisma. En ce qui concerne les résultats, parmi les 66 études éligibles, il y avait 157 910 participants, environ 55% de femmes. L'âge moyen était de 69,63 ans, avec une taille d'échantillon allant de 25 à 61 240 personnes âgées. Les études analysées ont été publiées de 2010 à 2020 et 83,4% des études ciblaient spécifiquement la consommation d'alcool chez les personnes âgées. 53% des études ont été réalisées aux États-Unis. Le reste des études ont été menées essentiellement en Europe, en Australie et en Asie. Au niveau des résultats concernant les facteurs biopsychosociaux, les résultats ont été regroupés en 4 points, la qualité de vie et le bien-être, les stratégies de coping, les facteurs biopsychosociaux et les comorbidités psychiatriques. Donc, concernant la qualité de vie et le bien-être, les résultats ont montré que la qualité de vie était significativement la plus faible chez les hommes âgés ayant une consommation d'alcool par rapport aux abstinents. Les représentations vieillissantes de la perception de soi et des émotions détermineraient
la consommation d'alcool des personnes âgées. De même, une meilleure satisfaction à l'égard de la vie semblait être une variable déterminant une faible consommation d'alcool. Une perception négative du bien-être semblerait associée à une consommation d'alcool malsaine chez les personnes âgées, notamment chez les femmes d'Europe du Sud. Au niveau des stratégies de coping, donc, les études ont montré que les événements stressants de la vie, la victimisation, la discrimination, le stress perçu, seraient significativement corrélés à la consommation d'alcool. A contrario, le stress perçu chez les femmes âgées serait associé à une probabilité plus faible de consommation d'alcool. La stigmatisation identitaire n'était pas significativement associée à la consommation d'alcool chez les personnes âgées et une faible implication religieuse ou une faible participation régulière à des activités religieuses prédisait une probabilité plus élevée de consommation d'alcool. Par rapport aux facteurs psychosociaux, plusieurs études ont montré qu'un fort niveau de soutien social perçu, l'activité sociale, l'approbation de la consommation d'alcool par les pairs ou une forte socialisation avec la famille ou des proches étaient associés significativement à une augmentation de la consommation d'alcool malsaine chez les personnes âgées, notamment chez les femmes. Cependant, des études rapportent des résultats différents en soulignant que l'isolement social et un faible soutien social étaient aussi corrélés significativement à la consommation malsaine d'alcool. Concernant en fait les comorbidités psychiatriques, plusieurs études ont montré que les personnes âgées souffrant de troubles de l'humeur, troubles de l'anxiété ou troubles de la personnalité avaient une forte probabilité de souffrir d'un trouble lié à l'usage de l'alcool au cours de leur vie. Chez les femmes âgées, certaines études ont montré que la consommation d'alcool malsaine en fait, augmentait le risque de dépression et d'anxiété. Cependant, certaines études soulignent des résultats contraires en montrant qu'une consommation d'alcool modérée serait significativement corrélée à une faible dépression et anxiété chez les personnes âgées. Concernant les outils d'évaluation, maintenant, les résultats en fait, ont montré que pour le dépistage de la consommation d'alcool chez les personnes âgées, il existe différentes méthodes à disposition des professionnels de santé. Comme le montre le graphique, plusieurs articles se sont appuyés sur différents outils d'évaluation. Donc, 45% des études ont utilisé des outils d'auto-évaluation, 27% des études ont utilisé des outils d'hétéro-évaluation, 13% ont utilisé des outils multidimensionnels ou se sont basés sur les quantités et fréquences auto-déclarées par les personnes âgées. Dans cette revue systématique, en fait, dans ce graphique, on peut voir que l'audit, le CAGE, le MAST-G, le DPI et le CARET, qui sont des auto-questionnaires couramment utilisés dans la majorité des études pour identifier la consommation d'alcool malsaine chez les personnes âgées. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, donc le DSM-5, a servi dans certaines études, mais également la version 4 et 3TR, pour diagnostiquer l'abus et la dépendance d'alcool, et le Health and Daily Living Form, qui est un outil multidimensionnel couramment utilisé pour évaluer différents facteurs liés à la santé dans la consommation d'alcool. Au niveau des interventions de prévention et des approches thérapeutiques, nous allons nous intéresser aux interventions de prévention et aux approches thérapeutiques. Et ce qu'on peut dire là, c'est que nos résultats ont mis en évidence dans plusieurs études que les personnes âgées qui ont reçu un traitement par thérapie cognitivo-comportementale avaient un taux d'observance significativement élevé et les personnes âgées obtenaient une amélioration significative des habitudes de consommation et déclaraient s'abstenir de boire ou boire au maximum 2 verres par jour. Parmi les thérapies cognitivo-comportementales rapportées, nous retrouvons les entretiens motivationnels, l'autogestion comportementale, les thérapies familiales, les consultations de soutien et les groupes de parole. Mais également, parmi les méthodes de prévention, l'information apparaît régulièrement dans les études analysées. Les outils et actions de prévention utilisés dans le but d'informer diverses populations, dont les personnes âgées, sont, au fait, clairement, souvent, on retrouve des livrets sur les risques liés à l'alcool, les affiches, les posters de prévention, les conseils de santé, les formations pour le personnel soignant et les annonces des services publics dans les campagnes de prévention nationale liées à la prévention de la consommation d'alcool. Nos résultats en fait, ont montré également que dans plusieurs études, en fait, les interventions brèves impliquaient les dépistages, les rétroactions personnalisées, les conseils et suivis médicaux, l'éducation thérapeutique et les préventions des chutes pourraient être très efficaces dans la prise en soin des personnes âgées ayant une consommation d'alcool malsaine. Ces derniers ont vu une réduction de leur fréquence de consommation d'alcool hebdomadaire diminuer.
Et cependant, les résultats relatifs aux effets des interventions brèves sur la diminution de la quantité de verres par jour étaient mitigés. Donc, certaines études montraient qu'il y avait une diminution du nombre de verres par jour, d'autres non. Donc, voilà. Maintenant, nous allons voir en fait, les discussions en fait, de cette première étude. Donc, les travaux de recherche rapportés dans cette revue systématique nous permettent de mieux comprendre quels outils et méthodes d'évaluation valides devraient être utilisés pour le dépistage de la consommation d'alcool des personnes âgées. De même, cette étude nous a permis d'appréhender les facteurs biopsychosociaux en jeu et les interventions de prévention et approches thérapeutiques mises en place pour prévenir ou prendre en soin la consommation d'alcool malsaine chez les personnes âgées. Parmi les limites de cette revue systématique, il y a le fait que l'ensemble des études, les consommations d'alcool autodéclarées sont probablement sous-estimées. En effet, lorsqu'on pose la question « mais combien de verres par jour vous buvez ?», les personnes âgées ont tendance à ne pas donner vraiment le chiffre exact. En effet, les personnes âgées sont susceptibles de sous-déclarer ou ne pas déclarer avec précision leur réelle consommation d'alcool et cela impacte le dépistage et biaise les collectes de données. Par ailleurs, nous avons trouvé peu d'informations sur la prévention primaire ou la promotion de la santé des personnes âgées pour prévenir le développement d'une consommation d'alcool malsaine. Les croyances selon lesquelles les personnes âgées, en fait, ne consomment pas d'alcool ou n'en consomment pas de manière problématique, en fait, ont été rejetées. Et la consommation d'alcool malsaine ne cesse d'augmenter chez les personnes âgées, notamment chez les femmes. Et cette tendance, en fait, présente des risques et des défis singuliers. Et les connaissances sur la consommation d'alcool chez les personnes âgées, en fait, elles devront être continuellement actualisées et mises à jour à mesure que nous découvrirons ce qui motive cette génération d'adultes à s'alcooliser. Les futurs en fait, travaux de recherche devront s'inscrire dans une perspective de développement d'outils de dépistage spécifiques aux personnes âgées et une attention accrue dans les initiatives de santé publique est requise dans l'élaboration d'options thérapeutiques efficaces d'intervention adaptées aux personnes âgées, en prenant compte en fait, plusieurs dimensions, notamment l'environnement, mais aussi la notion de communautaire chez les personnes âgées qu'on retrouve de plus en plus en fait, dans les récentes recherches scientifiques en psychologie. Les recherches futures donc, devront se concentrer sur l'élaboration aussi d'interventions tirant parti des connaissances, croyances et représentations sociales et attitudes du personnel soignant, en fait, afin de sensibiliser ces derniers à améliorer leur rôle de soins en santé primaire auprès des personnes âgées. Et l'accent, en fait, devrait être également mis sur des études scientifiques orientées par l'approche processuelle et multidimensionnelle. Les processus psychologiques médiateurs de facteurs biopsychosociaux permettraient le développement d'interventions de prévention efficaces à conduire afin d'améliorer en fait, la qualité de vie des personnes âgées et de réduire les inégalités sociales en matière de santé. Maintenant, nous allons voir en fait, la deuxième étude qui est donc la validation et l'adaptation transculturelle de l'échelle de bien-être subjectif, dont l'objectif en fait, était de valider, traduire et adapter transculturellement de l'anglais au français l'échelle de bien-être subjectif BBC-SW de Pantin et collaborateurs, et de Kinderman également. Donc la date, c'est 2013 pour Pantin et collaborateurs, et Kinderman, c'est 2011, la première version. Donc la méthodologie que j'ai utilisée, la méthodologie utilisée donc, par Robert Valérand, donc la population, donc c'est une étude que j'ai faite en ligne, donc auprès de 1419 personnes. La moyenne d'âge est de 40,36 ans avec un écart type de 12,74. Il y a 89% de femmes qui ont répondu contre 11% d'hommes. Au niveau du protocole de recherche, nous avons utilisé une échelle des troubles anxio-dépressifs, donc l'HAD, l'échelle de bien-être subjectif, donc BBC-SWB, une échelle d'évaluation du bien-être émotionnel, psychologique et social, donc la Mental Health Continuum Short Form. Nous avons aussi utilisé l'échelle de qualité de vie de l'OMS, la version bref. Nous avons utilisé également l'échelle de bonheur subjectif, donc la SHSF, donc de la version française de Kutsu et Leys, et nous avons utilisé l'échelle de bien-être mental, la WM-WBS, détenants et collaborateurs. En ce qui concerne les résultats, toutes les étapes des processus d'adaptation interculturelle ont été respectées et la version française finale du BBC-SWB présentait une équivalence sémantique, idiomatique, culturelle et conceptuelle avec la version originale. Une analyse factorielle exploratoire et confirmatoire a permis d'extraire et de confirmer un modèle structurel à 3 facteurs
dans l'ensemble de l'échantillon, comme pour la version originale. L'échelle totale est composée de 24 items, donc a été significativement corrélée avec des variables démographiques clés et des mesures de validité concurrentes. La cohérence interne, donc alpha.932, et les coefficients de corrélation intraclasse et interjuge ont relevé une excellente fiabilité. Concernant la discussion de cette étude met en évidence les propriétés psychométriques robustes d'une solution à 3 facteurs de la version française de l'échelle BBCSWB. BBCSW à la base pour BBC Subjective Wellbeing. Cette échelle renommée évaluation du bien-être subjectif, donc EBES, représente un instrument valide, fiable et recommandé à des fins de recherche scientifique et d'intervention clinique. Cette étude de validation présente cependant des limites. En effet, les résultats d'invariance de la mesure à travers l'âge et le genre n'ont pas été utilisés comme critères de sélection du modèle factoriel. Néanmoins, dans l'étude de validation originale donc de Pantin et collaborateurs, l'invariance a été testée sur le modèle tridimensionnel pour définir la mesure de l'équivalence structurelle du BBCSWB selon le sexe, et un modèle multigroupe a montré des statistiques d'ajustement acceptables, établissant ainsi l'équivalence des paramètres et les corrélations des facteurs à travers des sous-populations masculines et féminines. De même, la fiabilité test-retest de l'EBS n'a pas pu être examinée. Une autre préoccupation concerne le recrutement en ligne qui entraîne un biais d'autosélection des participants. Pour remédier à ce biais, il aurait fallu que le recrutement en ligne soit croisé avec un recrutement traditionnel. En outre, si la mesure a montré de bonnes propriétés psychométriques dans ces très larges échantillons de la population générale française, les caractéristiques démographiques des participants indiquaient une faible participation, par exemple, des personnes âgées, avec seulement 7,6% de participation pour les personnes âgées. Pour les avancées futures et les préconisations, une étude plus approfondie de son application pratique à d'autres populations et conditions de santé est justifiée. Donc, il faudrait que dans un futur, on puisse faire une évaluation sur d'autres populations. Il peut être aussi utile de comparer les résultats entre plusieurs cultures et groupes linguistiques, par exemple. Par ailleurs, la possibilité de créer une version courte de cette échelle est envisageable de par la présence d'intercorrélation des items et des sous-dimensions qui semblent montrer qu'un nombre inférieur d'items puisse suffire à mesurer le bien-être subjectif. Maintenant, nous allons voir la troisième étude, qui est une étude des facteurs de la consommation d'alcool chez les personnes âgées. Je vais vous présenter les résultats préliminaires parce que l'étude n'est pas finie. Donc, l'objectif était d'étudier les facteurs de la consommation d'alcool chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Au niveau des critères d'inclusion, nous avons sélectionné des personnes âgées de 65 ans ou plus, de sexe masculin ou féminin. Il fallait être patient d'un service d'addictologie, de gériatrie, de psychiatrie ou résidant dans un EHPAD. Il y avait également la possibilité d'être dans un groupe tout venant, regroupant des personnes qui fréquentaient des associations, des clubs de troisième âge, notamment des réseaux sociaux et des effets boule de neige. Donc, les personnes âgées présentant une consommation d'alcool de plus de 12 mois étaient sélectionnées, mais aussi les personnes âgées qui ne présentaient pas de consommation d'alcool depuis 12 mois ont été également sélectionnés pour réaliser un groupe contrôle. Donc, désolé si des fois je vais utiliser des mots, mais je pourrais après, lors des questions, me reprendre. Des fois, je vais utiliser le terme patient, mais je sais qu'ici, au Canada, on n'utilise pas ce terme, mais on utilise le terme citoyen. Pour les personnes âgées, souvent, j'utilise des fois aussi le terme résident, parce qu'ils résident dans des maisons de retraite ou dans des EHPAD. Au niveau du protocole de recherche, nous avons utilisé un protocole très, très lourd et très lent, qui est composé de 14 questionnaires, 14 échelles plus ou moins, une échelle des fonctions cognitives, donc le MMSE, un questionnaire de quantification de la consommation d'alcool selon les critères nationaux et les recommandations nationales et françaises de Santé publique France, les critères d'addiction à une substance du DSM-5, une échelle d'autonomie des activités de la vie quotidienne, donc l'IADL, une échelle des troubles de l'humeur,
une échelle d'évaluation de l'estime de soi, une échelle des troubles anxio-dépressifs, donc l'HAD, également une échelle de dépression gériatrique, une échelle de la qualité de vie spécifique aux troubles liés à la consommation d'alcool, une échelle de la nostalgie, notre échelle de bien-être subjectif validée, une échelle d'évaluation du bien-être émotionnel, psychologique et social, l'échelle d'évaluation du soutien social et une échelle du dépistage de la consommation d'alcool, donc l'audit. Concernant les résultats, donc, nous avons recruté 326 personnes âgées, dont 70,8% faisaient partie du groupe tout venant, donc avec 231 personnes âgées, et 95 personnes âgées hospitalisées, donc 29,1%. Il y avait 157 abstinents, donc ça représentait 48,16%. Il y avait 128 personnes qui se retrouvaient dans la catégorie consommation d'alcool modérée, donc 39,26%. Et pour la catégorie de consommation d'alcool excessive, donc, il y avait 41 personnes, soit 12,58%. Donc, CAM, c'est pour consommation d'alcool modéré et KX pour consommation d'alcool excessive. Il y avait 51,84% de consommateurs d'alcool chez les personnes âgées. L'âge moyen de la population était de 74,17 avec un écart type de 7,6. Et au niveau des répondants, donc 58,6% de femmes contre 41,4% d'hommes. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a commencé à faire donc des comparaisons de moyenne par des ANOVA, dans ce tableau, donc, nous pouvons voir les comparaisons de moyenne ANOVA des variables démographiques et psychologiques selon le mode de consommation. Et chez les personnes âgées, les consommateurs excessifs ont un niveau en fait, d'études plus élevé et ont moins d'enfants que les abstinents. Donc, les abstinents, eux, ont plus de petits-enfants et plus d'enfants ou de petits-enfants qui vivent à moins de 50 km que les personnes âgées qui consomment de l'alcool modérément ou excessivement. Les consommateurs d'alcool, donc excessifs, eux, consomment plus de verres d'alcool par jour et en semaine et en week-end que les consommateurs modérés et les abstinents, ce qui est tout à fait logique. Les consommateurs donc, excessifs souffrent plus de troubles de l'humeur de type bipolarité de type 1 et 2 et en estime de soi plus faible, un niveau d'anxiété et de dépression plus élevé, une qualité de vie associée à l'alcool plus mauvaise, un niveau de nostalgie plus faible et un bien-être subjectif plus faible, une santé mentale également plus faible et un soutien social plus faible que les abstinents et que les consommateurs d'alcool modérés. Il faut savoir également que le mode de consommation n'a pas d'impact sur les fonctions cognitives et les activités de la vie quotidienne chez les personnes âgées. Nous avons commencé aussi à faire certaines corrélations. Et ce qui est intéressant, nous avons pris par exemple les abstinents, donc le verre est vide, ils ne boivent pas. Et chez les abstinents, en fait, il existe un lien significatif entre le score donc à l'EBS et l'âge, les troubles de l'humeur et l'anxiété et la dépression. Donc, plus le bien-être subjectif augmente chez les abstinents, plus ils sont jeunes, moins ils sont susceptibles d'être atteints de bipolarité et leur anxiété et dépression diminuent à mesure que leur bien-être augmente. Et également, chez les abstinents, en fait, plus le bien-être subjectif augmente et plus leur niveau d'études sera meilleur, ils représenteront les personnes qui ont le plus d'enfants et le plus d'enfants à moins de 50 km de leur lieu de résidence. Ils auront de meilleures fonctions cognitives, ils auront des meilleurs scores aux activités de la vie quotidienne, une meilleure estime de soi, un niveau de nostalgie plus fort et un niveau de soutien social plus élevé. Maintenant, si on prend les consommateurs modérés, chez les consommateurs modérés, il existe un lien significatif négatif entre le score de l'audit et l'âge, les niveaux des activités de la vie quotidienne, la qualité de vie et le soutien social perçu. Et il existe un lien significativement positif entre le score de l'audit et les troubles de l'humeur et l'anxiété. En d'autres termes, c'est-à-dire que chez les consommateurs modérés, plus ils vont augmenter leur nombre de verres et leur consommation d'alcool, plus ils seront jeunes. On va retrouver des personnes jeunes. Leur niveau d'activité de la vie quotidienne sera faible, leur qualité de vie sera faible et leur soutien social perçu également faible. Et on retrouvera des personnes qui, eux, plus ils consomment,
et plus ils auront de troubles de l'humeur de type bipolarité de type 1 et 2, et ils auront un niveau d'anxiété plus élevé. Maintenant, si on regarde le niveau de bien-être, il existe également un lien significativement négatif entre le score du bien-être subjectif et l'âge, le nombre de petits-enfants, les troubles de l'humeur, l'anxiété et la dépression. Donc, chez les consommateurs modérés, plus le bien-être subjectif est élevé, plus ils seront jeunes, moins ils auront de petits-enfants. Alors, est-ce que avoir des petits-enfants, ça diminue le bien-être? Ça, c'est le sujet d'une autre étude. Moins ils seront sujets à avoir des troubles de l'humeur de type bipolarité, ils seront moins anxieux et moins dépressifs. Et par contre, également, si le bien-être subjectif augmente chez les consommateurs modérés, on va retrouver des personnes âgées avec un niveau d'études plus fort, des fonctions cognitives meilleures, une meilleure estime de soi, un niveau de nostalgie plus élevé et un meilleur soutien social perçu. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe chez les consommateurs excessifs. Et donc, chez les consommateurs excessifs, il existe également un lien significativement négatif entre le score de l'audit et l'estime de soi, la nostalgie, le bien-être et la qualité de vie et le soutien social perçu. Et il existe un lien significativement positif entre le score de l'audit, donc la consommation d'alcool, le niveau de consommation d'alcool, et les troubles de l'humeur, l'anxiété et la dépression. En d'autres termes, là, chez les consommateurs excessifs, plus ils vont consommer de l'alcool, plus leur estime de soi sera faible, ils auront un niveau de nostalgie faible, un niveau de bien-être faible, une qualité de vie mauvaise et un soutien social perçu faible. Et inversement, ils auront plus tendance à être des sujets à avoir des troubles de l'humeur de type bipolarité de type 1 et 2, un niveau d'anxiété élevé et un niveau de dépression élevé. Maintenant, du côté du bien-être, chez les consommateurs excessifs, il existe un lien significativement également négatif entre le score de l'EBS, l'échelle de bien-être subjectif, l'âge, le nombre de petits-enfants, les troubles de l'humeur, l'anxiété et la dépression. Non, autant pour moi. Les troubles de l'humeur, l'anxiété et la dépression, pas le nombre de petits-enfants. Donc, et il existe donc un lien significativement positif entre le niveau de bien-être et le niveau d'études, l'estime de soi, la nostalgie, la qualité de vie et le soutien social. Là, chez les personnes âgées, le fait d'avoir un niveau élevé de bien-être va faire en sorte qu'on va retrouver des personnes âgées avec moins de troubles de l'humeur de type bipolarité, une faible anxiété et une faible dépression. Et plus le niveau de bien-être va être élevé chez les consommateurs excessifs, plus on va retrouver des personnes âgées avec un niveau d'études élevé, une estime de soi élevée, une nostalgie, un niveau de nostalgie élevé, une qualité de vie élevée et un soutien social élevé. Voilà pour les résultats préliminaires de cette étude. Et il reste encore des résultats. Et à la discussion, je vais un peu vous expliquer pourquoi en ce moment on modifie certains résultats et on fait d'autres analyses statistiques. Maintenant, je vais vous présenter de manière très synthétique l'étude, la dernière, donc sur les relations entre les connaissances, croyances, représentations et attitudes soignantes envers la consommation d'alcool des personnes âgées. Donc, l'objectif est d'étudier les relations entre les connaissances, les représentations sociales, les attitudes soignantes, l'estime de soi, l'auto-efficacité, le bien-être envers la consommation d'alcool des personnes âgées de 65 ans et plus. Et j'ai même rajouté leur propre niveau de consommation chez le personnel soignant. Au niveau de la méthodologie, donc, nous avons réalisé une étude via Lyme Survey en ligne, comme pour l'étude numéro 2, avec 1375 professionnels de santé qui ont répondu. La moyenne d'âge est de 36,67 ans, avec un écart type de 12,44. Il y a 75% de femmes qui ont répondu contre 25% d'hommes. Donc, au niveau du protocole, nous avons mis en place donc, un protocole avec un questionnaire des attitudes soignantes envers la consommation d'alcool des personnes âgées, un questionnaire sur les croyances et représentations sociales envers la consommation d'alcool des personnes âgées, un questionnaire des connaissances en alcoolologie gériatrique, l'échelle d'évaluation de l'estime de soi de Rosenberg, l'échelle de bien-être subjectif qui est en cours de validité, l'échelle du sentiment d'auto-efficacité et le questionnaire de quantification de la consommation d'alcool et également l'audit. Au niveau donc des résultats, là,
il n'y en a pas pour le moment parce que les analyses statistiques sont en cours, mais nous avons commencé à faire des analyses factorielles, des analyses de corrélation, des analyses de régression linéaire multiple, et on envisage soit de faire juste des analyses de régression linéaire ou des modélisations d'équations généralisées. Et donc, l'état d'avancement, tout simplement, pour le moment, l'analyse statistique est en cours. J'ai fini de ma présentation sur mes études et la présentation de mon projet de thèse. Je vous remercie de votre attention et on peut laisser place maintenant aux questions et aux réponses. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Omar. C'était une présentation très détaillée. Je me demande s'il y a déjà quelqu'un qui aurait une question dans la salle pour Omar ou un commentaire pour lui suite à cette présentation. Je vous laisse la parole. Vous pouvez allumer votre caméra si vous voulez ou dans le chat. Je vais arrêter le partage d'écran, comme ça on voit tout le monde. Bonne idée. Est-ce que vous avez une question pour Omar? Ah, Joanne. Oui, une question simple qui est peut-être liée au fait que j'ai été interrompue en début de présentation, mais qu'est-ce qu'une personne âgée? Alors, une personne âgée, au fait, clairement, ça va peut-être blesser certaines personnes, mais à partir de 65 ans, on considère qu'une personne est âgée selon, au fait, nous, on se base sur le passage à la retraite. Donc, c'est-à-dire qu'en France, à 65 ans, c'est l'âge du passage à la retraite. Donc, c'est l'âge où on commence à considérer qu'une personne est âgée. Mais bon, dans certaines études, on place le seuil à 60. Voilà, c'est simplement 65 ans. Parce qu'il faut quand même peut-être penser à 65 ans en France, au Québec, c'est l'âge de la retraite. Il y a des pays où 65 ans, on a dépassé l'âge de vivre. Donc, on ne peut pas penser, mais j'imagine que les problématiques d'alcool sont peut-être un peu plus des problématiques de pays riches dans le contexte dans lequel vous les présentez. Et ça peut. Mais ce serait important, et surtout, je vous entendais parler vous parliez d'employer le mot résident, parce que les personnes âgées vivent, disiez-vous, dans ce qui est l'équivalent de nos CHSLD et résidences pour personnes âgées dans votre langage. Mais en fait, la plupart des personnes âgées ne vivent pas dans des lieux comme ça, ou ce sont les personnes âgées auprès desquelles vous travaillez qui vivent dans des lieux comme ça? Ça, Alors, pour moi, j'ai moins bien compris. Oui, parmi les répondants, on a eu quelques personnes qui vivent en EHPAD, donc qui sont des résidents, c'est un lieu de vie. On ne les appelle pas des patients, malgré qu'il y a des médecins, des infirmières, des aides-soignants, etc. Et c'est vrai que par contre, la majorité des personnes que j'ai interviewées, que je suis allé à la rencontre, parce que pour la troisième étude, sur les 326 personnes âgées, ce n'est pas un questionnaire en ligne, hein, c'est vraiment des personnes que j'ai rencontrées un après l'autre. Et donc, la majorité était à domicile, vivaient soit seul, soit en couple, soit auprès de leur famille ou de leurs enfants. Mais voilà, c'est qu'une minorité qui était en EHPAD. Et souvent, parce que lorsqu'on rentre en EHPAD, on a au fait les fonctions cognitives qui sont déjà arrivées à un stade où ils sont dépendants. Et c'était souvent des personnes qui ne rentraient pas dans l'inclusion au niveau des critères, parce qu'il fallait que voilà, parmi les critères d'exclusion, je n'acceptais pas, par exemple, les personnes qui ne pouvaient pas, par exemple, répondre au MMSE parce qu'ils avaient des fonctions cognitives tellement faibles qu'ils ne pouvaient pas, par exemple, tuer un stylo ou parler, etc., etc. Je disais merci, ça clarifie. Je vois que Amina a une question à lever la main. Vas-y, Amina. Merci Omar pour la présentation. Je l'ai trouvée très pertinente et vraiment, ça illustre tout le travail que tu as mené. Vraiment, moi, ça m'a impressionné. Bravo. En fait, je me demandais
comment est-ce que vous expliquez l'espèce de déni que vous avez mentionné en mise en contexte là, qui existe concernant l'enjeu de la consommation d'alcool chez les personnes âgées, les personnes aînées de 65 ans et plus en France? Et je me demandais, est-ce que c'est une tendance ou un constat qui s'observe dans d'autres pays de l'Union européenne? Merci. En fait, ce constat, il n'est pas uniquement en France, il existe même aux États-Unis ou en Chine ou en Norvège, peu importe les études dans la revue de littérature, j'ai lu une centaine d'articles en entier. Et au fait, ce qui revient à chaque fois, c'est que le déni n'est pas forcément les personnes âgées elles-mêmes, mais c'est souvent en fait les acteurs politiques, les décideurs, les acteurs de santé publique qui, eux, en fait, sont au courant qu'il existe un problème. Mais voilà, on a alors la raison pour laquelle on n'agit pas ou on n'agit pas assez, ou c'est surtout le fait d'assimiler les personnes âgées avec les adultes ou avec les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des actions de prévention qui sont faites pour la consommation d'alcool, mais on met tout le monde dans le même groupe, alors que les personnes âgées, elles présentent des risques qu'un adulte de 30 ans, par exemple, ne présente pas. Donc, c'est pour ça que, lorsqu'on parle de déni, c'est que c'est un sujet qui renvoie au tabou, parce que, par exemple, en France, l'alcool, notamment le vin, et on ne peut pas toucher à ça. C'est quelque chose, voilà, c'est culturellement ancré à la culture occidentale. Le vin à table, moi, par exemple, lorsque j'étais en visite dans des EHPAD, je voyais les aides-soignants, les personnels d'établissement servir du vin à table ou même de déposer un pichet de vin aux personnes âgées. Mais il n'y avait pas un compteur à côté en mode « 2 verres, stop » et le pichet se refermait. C'est-à-dire que la personne, si elle avait le pichet en face, elle pouvait boire 1, 2, 3, 4 verres. Personne ne comptait. Donc, et ça, c'est culturellement ancré dans la culture française. L'alcool le plus consommé, effectivement, c'est le vin, mais il y a aussi les autres alcools. Et ce qui est montré, c'est que il y a aussi derrière l'importance des lobbies qui rentrent en jeu dans les politiques de santé. Et à l'inverse du tabac, qui par exemple, on sait que voilà, il y a des mesures qui sont beaucoup plus strictes, notamment l'augmentation du prix, mettre des affiches sur les paquets de cigarettes. Le faire pour l'alcool, on n'en est pas encore là. Et d'autant plus pour les personnes âgées. Donc déjà, il y a des améliorations. On a commencé à mettre des informations par rapport à la prévention des femmes enceintes liées à la consommation d'alcool lorsque les femmes sont enceintes. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, mais pas spécifiquement pour les personnes âgées. C'est tout comme, par exemple, la création d'outils spécifiques aux personnes âgées. Le seul outil de dépistage qui existe, qui est spécifique aux personnes âgées, c'est le MAST-G. C'est une échelle de dépistage, mais elle présente des limites qui font que, voilà, pour le moment, il y a celle-là, mais les gens préfèrent utiliser l'audit parce que psychométriquement, elle est plus valide et beaucoup plus sensible pour les personnes âgées. Je ne sais pas si j'ai pu répondre. Mais il y a une notion de culture et même au-delà de ça, même une notion communautaire. On ne va pas retrouver les mêmes résultats, par exemple, si on prend une communauté ou une autre, un pays ou un autre. Et ça, c'est clair qu'il faut aussi aller dans ce sens-là afin de tout simplement voir quel est le dénominateur de toutes ces communautés ou alors qu'est-ce qu'il faut faire pour cibler une communauté et pas une autre, ou, etc., afin de réduire les inégalités de santé en société. Merci. Est-ce que j'ai d'autres personnes qui souhaiteraient poser une question ou émettre un commentaire sur la présentation qu'on a vue tout à l'heure? Eh bien, Joanne, est-ce que tu as... Non, je voulais juste remercier Oumar et lui souhaiter un bon retour. Oui. Et bonne fin de thèse. C'est la fin. Il reste une dernière étude à analyser et le travail a été bien entamé jusqu'ici. Donc,
félicitations, des pré-félicitations pour ce qui s'en vient, Merci. pour la soutenance. S'il n'y a personne qui souhaite poser d'autres questions, je vais vous remercier d'avoir été présent et merci encore à Omar bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.